pour pas non plus prendre trop de retard. Bienvenue à tous sur ce webinaire concernant la sécurité informatique. Merci d'être présent aujourd'hui. On va tout de suite commencer déjà par vous présenter un petit peu les forces en présence. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Sébastien Mathieu, je suis consultant technologique chez Axon Group, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je m'occupe aussi de la partie recherche et développement, je rechercher des nouveautés, des nouveaux produits pour nos clients chez Axon Group. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Sylvain Cortés, qui est un security strategist, donc qui s'occupe de sécurité informatique. C'est un spécialiste mondial dans le domaine, notamment sur la partie Active Directory. Et c'est quelqu'un qu'on connaît bien puisqu'il a travaillé chez Axon, à la création d'Axon Group. Au tout début d'Axon Group, il a travaillé pour Axon Group et ensuite il est parti pour voler de ses propres ailes, notamment dans le domaine de la sécurité informatique et de l'Active Directory. Donc, c'est avec plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui pour nous parler de sécurité informatique, parce que c'est quelqu'un qui a une vraie expérience dans ce domaine et qui va pouvoir vous montrer des attaques réelles qui se produisent tous les jours chez beaucoup d'entreprises. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci Sylvain d'être là aujourd'hui. Au sommaire de ce webinaire, donc, nous allons parler tout d'abord un petit peu des enjeux de la sécurité, pourquoi on a voulu faire ce webinaire, quels sont les enjeux et quel est le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui en termes de sécurité informatique, et voilà ce qu'on va vous proposer. Ensuite, Sylvain va faire une introduction sur les attaques, quels sont les chemins d'attaque. Enfin, voilà, il va vous expliquer comment se produisent les attaques aujourd'hui, les attaques informatiques. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec des exemples. Donc, Sylvain vous montrera des exemples d'attaques et comment font des pirates pour réaliser des attaques. Donc, on aura des exemples concrets. Et moi, je vous parlerai des moyens, des postures de défense que l'on peut avoir face à ces différentes attaques. On vous parlera enfin de recommandations supplémentaires concernant les attaques. On peut se protéger techniquement, mais il y a aussi d'autres façons de se protéger qui ne sont pas techniques. On verra quelques points, quelques ressources pour pouvoir aller plus loin, si on se pose des questions, si on souhaite participer par exemple à des événements que réalise Sylvain tout au long de l'année. On conclura et vous pourrez poser vos questions-réponses. Donc, on prévoit une petite séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Si vous avez des questions précises, on y répondra en direct. Alors, on va passer tout de suite aux enjeux. Vous savez aujourd'hui qu'on évolue dans un contexte où la sécurité informatique, c'est quelque chose dont on parle tous les jours dans les journaux. Là, je vous ai mis une petite présentation, ne serait-ce que sur les 2 derniers mois, des cas de piratage qui se sont produits en France et qui ont été médiatisés. Pour ceux qui le souhaitent, je pourrais envoyer, j'ai un petit mail là où vous pouvez cliquer sur chaque logo et voir l'article de presse associé. Mais bon, voilà, on évolue dans un contexte où il y a énormément d'attaques qui se produisent tous les jours. On est passé sur vraiment quelque chose qui est automatisé. Voilà. Avant, on avait des attaques qui étaient ciblées, mais maintenant, il n'y a plus forcément besoin d'avoir des cibles. Les outils et les attaques peuvent se faire de manière automatique. Donc, on évolue dans un contexte où ça concerne tout le monde et plus seulement les grands groupes ou ne serait-ce que des hôpitaux, ce genre de choses-là. Donc, on est vraiment dans un contexte où cela peut se produire chez vous. Et on avait déjà fait un webinaire en février-mars, je crois, concernant la sécurité informatique, mais on l'avait axé plutôt aux produits. Quels produits vous pouvez mettre en place chez vous pour stopper les attaques, mais sachant que la sécurité informatique, comme on le sait, c'est pas juste mettre en place des produits, parce que sinon on achèterait tous des produits, on serait tranquille, on dormirait bien le soir, mais c'est aussi d'avoir de bonnes habitudes. Et donc là, on a voulu vraiment faire un webinaire qui soit axé sur ça, sur le fait de se dire, on va proposer aucun produit. Là, vous n'aurez pas à vous dire installez ça et vous n'aurez plus de problème. Mais c'est vraiment de vous montrer quelles sont les bonnes habitudes, les bonnes pratiques à avoir pour éviter la plupart des attaques. Parce que si on a ces bonnes habitudes-là, à la limite, on n'aurait presque pas besoin de produits de sécurité informatique parce qu'on aurait déjà une bonne hygiène de vie ou une bonne hygiène de sécurité. Donc là, vraiment, le but de ce webinaire, c'est de vous montrer des attaques et de vous montrer les bonnes pratiques à appliquer
On sait qu'il y a toujours des difficultés, donc c'est pour ça qu'on a représenté ça avec un boulet attaché au pied. C'est difficile de changer ses habitudes, on va avoir plein de raisons. On a toujours fait comme ça dans une entreprise. On a récupéré le système de l'ancien prestataire, c'était comme ça, on n'a pas envie de gêner les utilisateurs. Voilà, il va toujours avoir de bonnes raisons, mais le contexte fait qu'aujourd'hui, il faut quand même aller de l'avant et mettre en place ces bonnes pratiques, surtout que vous verrez, il y en a certaines qui sont très simples à mettre en place. Donc voilà, le but, c'est de vous proposer ça. Je vais laisser maintenant la parole à Sylvain pour qu'il puisse vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'une attaque aujourd'hui. C'est à toi, Sylvain. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Comme le disait Sébastien, l'idée c'est vraiment de vous donner on va dire un panel assez large de ce qui se passe dans le monde de la PME, PMI notamment, lié aux attaques, et vous donner du contexte. Donc on va y aller modéréto, on va dire, dans la complexité technique et de compréhension. Et vous allez voir, on va rester sur des choses assez basiques. On donnera des détails techniques, évidemment. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le système de questions-réponses. Comme je disais Seb, on en parlera à la fin. Et s'il y a des questions très techniques, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif était de rester, on va dire, sur quelque chose de compréhensible pour à peu près tout le monde. Et l'idée de l'introduction que je vais commencer, c'est vraiment de vous donner les bases pour comprendre ce qu'on va vous montrer juste derrière. Alors, sur cette slide, vous avez un certain nombre de graphiques. Alors, je ne vais pas commenter tous les chiffres et tous les petits bâtons. L'objectif n'est pas là. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est la tendance. C'est la tendance d'évolution, notamment du nombre d'attaques et la tendance liée aux impacts de ces attaques. Sur la droite, typiquement en haut à droite, vous avez l'évolution des attaques en 2020. On n'a pas encore les chiffres évidemment complets sur 2021. Et ce qu'il y a en haut à droite, ça concerne les attaques publiques connues. Donc évidemment, ce n'est qu'une partie des attaques en France. Donc ça, c'est uniquement la France. Et vous voyez, on a une tendance assez claire sur l'augmentation du nombre d'attaques. Évidemment, quand on dit attaque, il y a des coûts associés, notamment, alors il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça prend un peu le devant de la scène en termes de sujets et en termes de communication quand vous regardez la presse ou la presse spécialisée ou non, notamment lié au ransomware, puisque les ransomware, il y a eu une multiplication vraiment exponentielle pour le coup, à la fois des tentatives d'attaque et des impacts que ces attaques peuvent avoir sur les différentes organisations. Et là, vous avez l'impact cumulé. Alors là, on compte à l'intérieur à la fois l'impact direct et indirect, donc soit le paiement de rançon, puisque en fonction des pays, alors nous en France, c'est pas légal en fait de payer une rançon, mais vous avez des pays où vous pouvez le faire, et vous avez à la fois les paiements de rançon ou les impacts indirects liés à je dois remettre en place mon système, il faut que je reconstruise mon système complètement. Et encore une fois, on voit une tendance assez claire sur l'augmentation de ces impacts financiers sur les entreprises. Il y a aussi, alors ça ne concerne pas le monde de la PME-PMI, mais il y a aussi des impacts indirects très forts pour les entreprises qui sont cotées, évidemment. Quand vous avez une entreprise cotée et que vous subissez une attaque informatique et que vous n'avez pas le choix de la donnée publique, évidemment, vous avez un impact sur le cours de la bourse qui est extrêmement important. Donc, quand on regarde encore une fois les chiffres publics, puisque oui. Non, c'est Oui, bon, on allô. t'entend. Ouais. Ça a coupé, mais là, c'est bon. D'accord. Quand on regarde les chiffres publics, parce que évidemment, encore une fois, ce n'est qu'une partie des attaques que l'on voit ici, la France représente environ 6% des attaques dans le monde. Le territoire français, notamment sur les derniers mois, également lié à la partie évidemment pandémie, a subi un nombre d'attaques extrêmement important. On va en reparler juste derrière. Et évidemment, on se dit mais pourquoi on se protège pas? Pourquoi c'est pas si simple de se protéger? Comme le disait Sébastien, il y a une partie outillage, c'est-à-dire que on doit avoir un certain nombre d'outils
pour se prémunir, mais ce n'est pas suffisant. On doit avoir une certaine politique, une certaine hygiène liée à la sécurité informatique. Et c'est pas si simple que ça parce que on parle toujours d'un équilibre précaire entre la sécurité et l'usage, c'est-à-dire à quel point je vais être en capacité, entre guillemets, d'embêter mes utilisateurs pour qu'ils soient sur un environnement qui soit sécurisé. Mais fatalement, ça va leur demander des petits agencements, ça va leur demander des petits changements dans leur comportement et dans la façon dont ils utilisent les outils. De plus, ces comportements, on les retrouve aussi côté administrateur système, c'est-à-dire que les administrateurs système, eux aussi, doivent prendre conscience d'un certain nombre de points pour améliorer la façon dont ils fonctionnent et leur comportement vis-à-vis de leur système informatique. Et l'idée, c'est de trouver le bon équilibre. Voilà, encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir un bon équilibre. Ce que l'on constate aussi, c'est que moi, alors maintenant, je travaille plutôt dans le monde du grand compte, où on va dire, étant dans des organisations où il y a des équipes dédiées à la sécurité. Donc, en théorie, ils ont, on va dire, une certaine compréhension de ces éléments-là. Et le fait d'avoir une équipe dédiée permet, bien évidemment, d'avoir du temps pour réfléchir, pour se poser des questions et entamer une politique de sécurité qui soit adéquate. Mais quand je discute, ça m'arrive bien évidemment encore très souvent avec des ETI ou des structures plus petites, je me rends compte qu'ils ont une vue en fait qui n'est pas réelle de ce que sont les risques liés à leur système d'information. Et le premier des éléments, c'est souvent on me dit ah oui mais nous on est une PME, personne ne s'intéresse à nos données, on fabrique je sais pas des boîtes de lait, bon ça n'intéresse personne. Alors ça, c'était la vision il y a 5-6 ans, parce qu'il y a encore 5-6 ans, la plupart des attaques étaient ciblées. Ce qu'il faut comprendre dans la plupart des attaques, c'est qu'elles sont complètement automatisées, c'est-à-dire que avant que la première infection ait lieu, et on va reparler de cette chaîne d'infection un peu plus tard, en fait, l'attaquant ne sait même pas qui il cible. Donc, tous les éléments sont complètement automatisés jusqu'à la première infection. Et puis ensuite, on a une première infection, et c'est à partir de là que l'attaquant va travailler sur sa cible. Donc, on peut être une PME, on peut même être tout seul derrière son PC, ça ne change absolument rien. On est ciblé par les attaques informatiques. Deuxième élément que j'entends très souvent, oui, mais moi j'ai un très bon antivirus. Alors ça me fait toujours marrer parce que quand on écoute les gens, il y a le bon antivirus, c'est jamais le même en fait. Donc il y en a qui sont fanatiques de Kaspersky, d'autres fanatiques de je sais pas Avira, voilà, ou Sophos ou un autre. Et tout le monde pense détenir la bonne parole vis-à-vis de ce que c'est que le bon antivirus. Euh, Bon, moi, personnellement, j'ai une vision assez tranchée du truc. Je pense que tout ça, c'est tout pareil. Mais après, on a chacun le droit de ne pas être d'accord sur ce point-là. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la première infection, donc encore une fois, on va en reparler un peu plus tard, la première des phases, c'est de désactiver l'antivirus ou l'EDR. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un EDR, en gros, c'est un antivirus nouvelle génération. Je vais faire simple. C'est un peu un nom marketing pour les nouvelles générations d'antivirus, mais on va dire que l'idée est la même. C'est quelque chose que vous installez sur les workstations ou les serveurs pour vérifier ce qui se passe au niveau du endpoint lui-même ou du serveur lui-même. Donc attention, les antivirus et les EDR, quels qu'ils soient, ne protègent pas à 100%. Ils font partie de la chaîne de sécurité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas, mais ce n'est qu'une partie de la chaîne de sécurité. Et puis l'autre point que j'entends régulièrement, c'est, alors pas trop dans les PME, parce que là malheureusement souvent elles ne le font même pas, mais dans les structures type ETI, c'est oui mais on fait des audits de sécurité régulièrement et tout va bien, quoi. Alors, pareil, ça, c'est une vision un peu ancestrale de la façon dont fonctionne la sécurité informatique. En fait, maintenant, on est obligé d'avoir des outils et des méthodes qui sont en temps réel. Parce qu'une attaque informatique, s'il y a des choses qui ne sont pas bien faites dans vos systèmes, en gros, ça dure entre 1 et 4 heures. Donc, vous comprenez bien que si vous faites un audit toutes les semaines, vu que l'attaque, elle dure entre 1 et 4 heures, ça n'a aucun sens. À nouveau, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant à avoir. Ça peut tout à fait être intéressant de faire un audit pour se rendre compte ce qu'on l'on doit faire, de planifier un projet pour corriger les choses et se donner une idée de la situation actuelle. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien. Mais d'un point de vue posture de défense de sécurité directe, ça n'a en fait aucun intérêt.
C'est plus pour préparer un projet de sécurité et se rendre compte de ce que l'on va devoir faire dans le futur. Alors, on parle d'attaque informatique depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire en fait une attaque informatique? C'est quoi une attaque informatique? Une attaque informatique, ça va viser 3 éléments. Votre confidentialité au niveau des données, l'intégrité des données et la disponibilité de vos données. Vous pouvez reprendre toutes les attaques, ça va viser un de ces 3 éléments. Donc là, je vous ai mis quelques petits exemples. Typiquement, en haut, vous avez une copie d'écran qui vient d'un forum dans le dark web où un pirate vend des comptes d'accès Office 365, donc des comptes d'administration. Donc ça, c'est des trucs assez classiques que vous retrouvez dans les forums Darknet. Vous avez à la vente, parfois c'est des enchères ou parfois c'est de la vente directe, la possibilité d'acheter des comptes d'administrateurs Office 365, des comptes d'administrateurs Active Directory, des accès, donc des logins mots de passe pour accéder aux boîtes aux lettres des CFO ou des CEO. Voilà, c'est des trucs assez classiques. Vous avez des forums spécialisés parce que on connaît encore une fois la partie ransomware, mais il y a d'autres types d'exploitation des données, notamment sur la confidentialité. L'intégrité, c'est très souvent rattaché maintenant au ransomware. Donc là, vous avez à nouveau un exemple d'un ransomware qui chiffre en fait et qui vous demandera une rançon pour récupérer vos données. Et puis la disponibilité, c'est souvent rattaché à l'attaque d'une application ou d'un site web. Donc là, ça peut être, c'est souvent des attaques ciblées pour le coup. Ça peut être faire tomber le site web, faire tomber la partie commerce électronique, faire tomber une partie du système d'information de la cible et lui demander de l'argent pour récupérer la disponibilité de son service. Au niveau d'une attaque, en fait, là, vous avez ce qu'on appelle une kill chain. Alors, une kill chain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait l'ensemble des différentes séquences qui, mises bout à bout, vont amener à la réussite d'une attaque informatique. En gros, vous avez 4 étapes qu'on va retrouver dans à peu près toutes les attaques. Et là, c'est quelle que soit l'attaque. Donc, une attaque de type complètement automatisé, une attaque de type ciblé, donc c'est-à-dire quelqu'un derrière un clavier qui fait des choses. Vous retrouverez toujours à peu près ces mêmes étapes. La première étape, ça va être le ciblage, donc de l'extérieur. Donc, de l'extérieur, on va se renseigner sur la cible si jamais on n'est pas sur quelque chose d'automatisé. Donc là, il y a des outils très simples à utiliser pour un attaquant pour s'enseigner sur la cible. On va en montrer un tout à l'heure, c'est Shodan. Donc là, c'est plutôt sur la partie technique, mais typiquement, LinkedIn est une source extraordinaire d'informations pour l'attaquant. Parce que si on s'abonne à des comptes spécifiques sur LinkedIn, on va savoir ce que fait une entreprise. On va savoir, par exemple, qu'elle recrute un expert Cisco. Donc, si elle recrute un expert Cisco, ça veut dire qu'elle a du Cisco chez elle. Et on sait qu'elle va chercher un employé pour faire de l'administration de telle ou telle solution. Donc, du coup, on est en capacité de se faire son petit cahier et de voir quels sont les éléments qui sont utilisés en entreprise. Et puis après, depuis l'extérieur, pour voir ce qui est accessible, on verra tout à l'heure Shodan. Ensuite, on a la première infection. Donc, la première infection, c'est j'infecte un premier PC. Alors quand je dis, qu'on se comprenne bien, quand je dis PC, ça pourrait être un premier Mac, un premier Linux, c'est la même chose en fait. On va infecter un premier système dans l'entreprise et on va partir de ce système pour faire le reste, pour se répandre dans l'entreprise. Donc là, pareil, il y a quelques légendes urbaines qui traînent. Typiquement, Linux est mieux sécurisé que Windows ou Mac. Bon, moi, j'ai travaillé beaucoup sur Unix et Windows. C'est la même chose. Les systèmes fonctionnent exactement pareil. La notion de mot de passe est la même. La notion de hash de mot de passe est la même. Ce qui traîne en mémoire, ce sont exactement les mêmes informations. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que les attaquants ont compilé des outils plus pour Windows que pour les autres plateformes parce que Windows est plus utilisé que le reste, tout simplement. Mais d'un point de vue purement OS, ça ne change pas grand-chose. Donc, on a cette première infection d'une machine. Et ensuite, on prend le contrôle de cette machine et on commence à cartographier ce qu'il y a à l'intérieur de l'organisation. Quels sont les autres serveurs, quelles sont les autres machines, se rendre compte un petit peu de ce qu'on appelle les chemins d'attaque. On va y revenir juste derrière. Et bref, on va se faire une cartographie et on va être en capacité de découvrir l'environnement du client,
ou de la cible plus précisément dans ce cas-là, pour voir en fait quels vont être les points de faiblesse et voir ce qu'on appelle les chemins d'attaque dans l'entreprise. Et on va revenir sur cette notion de chemin d'attaque. Et puis ensuite, on va faire en utilisant des outils qui sont tous disponibles en libre téléchargement. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la quasi-totalité des codes utilisés dans les attaques sont des choses qui sont téléchargées sur GitHub. Alors après, l'attaquant recompile un petit peu deux, trois petites choses, mais la plupart des outils sont tout à fait accessibles gratuitement et librement sur les plateformes type GitHub pour récupérer ce type d'outils qui va permettre, par exemple, de voler des mots de passe ou de faire de l'escalade de privilèges ou ce genre de choses. Donc, lors de la compromission générale, on va vouloir se répandre dans l'entreprise, on va utiliser les chemins d'attaque et on va passer d'une machine à une autre, puis d'une machine à un serveur, puis d'un serveur à un domaine contrôleur si on utilise Active Directory. Et petit à petit, on va se répandre dans l'entreprise. L'objectif final, quand vous avez un Active Directory, c'est de prendre contrôle de l'Active Directory, tout simplement parce que si vous prenez le contrôle de l'Active Directory, vous prenez le contrôle en fait de toute la société. Et puis à la fin, il y a la finalisation de l'attaque, fuite de données. Donc très souvent maintenant, les ransomware exfiltrent les données avant de les chiffrer. Comme ça permet d'avoir deux niveaux de rançon, une rançon pour retrouver l'intégrité de ces données et une rançon pour pas divulguer les données qu'on a volées sur le dark web et pour pas les vendre. Alors j'ai parlé à un moment donné de chemin d'attaque. Un chemin d'attaque, c'est ça. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour attaquer un système, des systèmes informatiques, quand je dis un système, ça peut représenter n'importe quoi. Un PC Windows, un firewall, un routeur, un switch, une imprimante, une caméra réseau, bref, tout ce qui est connecté à un réseau et qui a une IP, vous allez utiliser donc des chemins qui permettent de passer d'un point 1 à un point 2, le point 2 étant très souvent, encore une fois, le domaine contrôleur Active Directory. Mais on peut imaginer que la cible, ce soit tout ce qui permette de contrôler en fait les données dans l'entreprise. Et vous allez toujours utiliser en tant qu'attaquant en fait deux choses pour avancer petit à petit dans l'entreprise. Vous allez soit utiliser une mauvaise configuration du système, donc quelque chose qui n'est pas bien configuré, et ça c'est très souvent lié à Active Directory, ou vous allez utiliser ce qu'on appelle une CVE, c'est-à-dire une vulnérabilité non patchée sur un système. Donc, vous avez des systèmes, vous avez tous les mois, par exemple, alors je prends l'exemple de Microsoft, mais c'est valide pour en fait l'ensemble des constructeurs ou éditeurs, vous allez avoir des patchs à passer sur vos systèmes. Si vous ne les passez pas, potentiellement, on peut utiliser cette vulnérabilité pour rebondir d'un système à un autre et avancer dans la chaîne de valeur au sein de l'organisation. Donc, cette notion de chemin d'attaque est extrêmement importante pour l'attaquant et évidemment pour le défenseur. Pour terminer l'intro, pour ceux qui sont un peu plus techniques et qui sont dans ce webinaire, je vous conseille de vous renseigner sur ce qu'on appelle un framework de sécurité. Donc, un framework de sécurité, c'est quelque chose qui cadre, on va dire, la définition des méthodes utilisées par les attaquants pour prendre le contrôle de vos systèmes. Là, il y a plusieurs frameworks de sécurité dans le monde. Le plus utilisé pour tout un tas de raisons différentes, c'est le framework MITRE, Mitre Attack en français, pardon. Et là, vous avez en fait sur ce site web la description de ce qu'on appelle les tactiques, les techniques et les sous-techniques utilisées par les attaquants. Donc en gros, une tactique, c'est une des grandes étapes de la kill chain. Les différentes étapes que je vous ai montrées juste avant, c'est plus ou moins des tactiques dans le framework MITRE. Et puis ensuite, vous avez sous ces tactiques différentes techniques qui sont utilisées et parfois des sous-techniques. Donc là, le vol de credentials, l'élévation de privilèges, la découverte de données dans l'entreprise. Voilà. Et ce qui est intéressant avec ce framework, c'est que, un, il est mis à jour assez régulièrement, et deux, vous avez en fait des détails techniques sur comment ça fonctionne, quels sont les outils utilisés, et ça vous permet en tant que défenseur de monter en compétence en fait sur ces sujets-là. Donc encore une fois, si vous êtes côté technique, je vous invite à vous renseigner et à découvrir les frameworks de sécurité et notamment Mitre Attack. Alors maintenant, on va passer sur quelques exemples en fait d'attaques et les postures défensives associées qui sont présentées par Sébastien. On a pris quelques exemples pour illustrer comment ça fonctionne.
Alors, on va essayer de ne pas être trop technique, de rester, on va dire, à un niveau qui permettra à tout le monde de comprendre ce qu'on va raconter. Mais encore une fois, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les poser dans le donc là, vous avez un exemple qui est couvert de l'extérieur. Donc, on a dit au départ, potentiellement, si on ne fait pas d'action automatisée pour infecter les machines via phishing, via ce genre de choses, on va vouloir découvrir en fait l'environnement depuis l'extérieur. Et là, typiquement, vous avez un site web que vous pouvez utiliser qui s'appelle Shodan. Alors, shodan.io, en fait, c'est une espèce de scanner qui vous permet de regarder à l'extérieur ce qui se passe au niveau des IP qui sont connectés à Internet. Et là, vous avez des requêtes possibles. Alors, ne prenez pas peur avec toutes ces requêtes. Vous avez en fait évidemment des sites web, notamment vous avez un truc sur GitHub qui vous donne la plupart des requêtes les plus intéressantes que vous pouvez taper pour faire joujou avec Shodan. Donc là, dans mon exemple, cette requête-là, elle va découvrir les systèmes TSE, RDP, accessibles depuis l'extérieur. Donc là, avec cette requête, je vois en fait toutes les machines qui sont connectées directement à Internet avec la possibilité de me connecter à un RDP. Donc, on voit encore qu'il y a du Windows XP. Donc là, ça, c'est génial pour l'attaquant, ou des serveurs de quelque génération que ce soit. Et bien sûr, à chaque fois, on retrouve l'IP du serveur. On peut essayer de se connecter, faire du vol de credentials, ce genre de choses. Là, je vous ai mis une autre requête qui découvre toutes les IP qui sont des Outlook Web Access, donc, qui permettent en fait de cibler OWA depuis l'extérieur. Donc pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous pouvez faire des requêtes un peu plus évoluées pour trouver uniquement ce qui est en France, uniquement ce qui est aux États-Unis, etc. Et vous avez ce type de requête comme ça pour tout un ensemble de ressources possibles. Vous avez aussi la possibilité de chercher, par exemple, tout ce qui est système VNC. Donc, je ne sais pas si vous connaissez VNC, mais c'est un petit outil pour prendre la main à distance. C'était très utilisé à une certaine époque pour faire on va dire du remote access sur des machines. Bon, bah là, et on sait que c'est un truc qui est absolument pas sécurisé en termes de protocole. Et là, on pourrait très facilement jouer avec pour essayer de prendre la main sur cette machine. Je vais laisser la main à Sébastien pour vous parler un petit peu de la posture défensive liée à la découverte externe. Merci Sylvain. Donc là, on l'a vu, ouais, c'est un peu Shodan, c'est un peu le Google de ce qui est connecté à Internet, quoi. Donc il suffit de taper. Si vous ouvrez un port, par exemple, pour prendre la main sur votre PC chez vous, si vous le laissez ouvert, bah, il va se retrouver dans Shodan très rapidement et donc quelqu'un pourra tenter de faire des choses dessus facilement. Donc, une des postures défensives là-dessus, bah, c'est de ne pas ouvrir de port tout simplement à l'extérieur. Donc, de ne pas ouvrir d'accès à l'extérieur. Bon, le fait de ne pas ouvrir d'accès à l'extérieur, après, si plus personne ne peut rentrer, c'est bien, mais quand on a des gens qui travaillent à distance, c'est compliqué. Mais voilà, l'équivalent d'ouvrir un port, c'est l'équivalent d'ouvrir une porte chez vous et de dire bah, tout le monde venez, rentrez là et venez tester si vous pouvez rentrer chez moi avec cette porte-là. Donc, le contre à ça, c'est de mettre en place du VPN. Quelque chose qui a été très demandé pendant les périodes de travail à distance, de Covid, télétravail. Et à chaque fois, on vous a dit, on va vous mettre en place du VPN. Voilà. Parce que l'ouverture, comme on l'a vu, de l'accès à distance sans VPN, bah, c'est quelque chose qui se retrouve très facilement sur Internet et qui ensuite est attaqué dans les 24 heures. Quoi. Donc aujourd'hui, si on installe un serveur de bureau à distance et qu'on ouvre le port sur Internet, on peut être sûr que dans les 24-48 heures, le serveur il va être au moins visité, quoi. Donc, le but, c'est vraiment de mettre en place un VPN. Qu'est-ce que fait le VPN? Ben, ça va vous demander de vous authentifier avant de vous donner quelque accès que ce soit aux ressources de l'entreprise. Donc, ça évite de pouvoir être scanné ces ports, parce qu'en fait, tous les ports seront fermés. Et il faudra d'abord s'authentifier avec un VPN pour pouvoir accéder ensuite aux ressources de l'entreprise. Donc, c'est le contre principal à ça. Donc, en général, pourquoi on ouvre des ports, comme l'a dit Sylvain, c'est on veut accéder à des caméras de sécurité à distance dans son entreprise, on veut accéder à son PC pour pouvoir travailler à distance, on veut accéder à un serveur web en interne, ce genre de choses-là. Quand on veut faire ça, il faut utiliser un VPN. Donc, que ce soit si c'est vous, vos utilisateurs, ou alors un prestataire qui doit accéder chez vous,
on va utiliser un VPN pour cela. Si jamais c'est vraiment pas possible, il peut y avoir vraiment de rares cas où un prestataire ne peut pas utiliser de VPN. La deuxième option, ça va être d'ouvrir les ports, mais on va uniquement ouvrir ces ports sur l'IP du prestataire. Et il n'y aura que lui qui pourra accéder à ce port-là et pas un scanner sur Internet comme Shodan. Donc, il sera invisible d'Internet parce qu'il n'y aura que la personne en question qui pourra y accéder. Voilà. Donc, attention, utiliser un VPN, il faut quand même avoir de bons mots de passe. On y reviendra tout à l'heure, mais avoir un VPN, c'est bien, mais si on a des mots de passe faibles, ça ne résout pas tout non plus. On va en parler tout à l'heure. Merci Sébastien. Deuxième type d'attaque. Et là, c'est quelque chose, pour le coup, comme on va le voir, qui est assez facile à corriger. Qui ne demande pas d'outils particuliers, qui demande simplement de la bonne hygiène en termes de sécurité informatique. C'est comment je vais être en capacité en tant qu'attaquant de prendre le contrôle d'une machine. Alors, pour faire simple, rappelez-vous ce que je vous ai dit pour la chaîne, pour la keychain. À un moment donné, il y a une première machine qui est infectée. Et cette première machine, elle va me permettre ensuite de rebondir sur les autres. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la première étape, c'est j'infecte la machine. Alors, ça peut être soit parce que j'y ai accès physiquement, soit par une clé USB, soit par du phishing, soit par toute autre méthode, soit par Shodan, je découvre que je peux me connecter à cette machine depuis l'extérieur, etc. Donc, à un moment donné, j'infecte une première machine. Deuxième étape, je désactive les défenses locales, antivirus, EDR, etc. Et troisième étape qui est concomitante à la deuxième, c'est je deviens administrateur local de la machine. Et oui, parce que l'attaquant, pour avancer dans la chaîne, va besoin d'être administrateur local de la machine. J'ai bien dit local, pas le réseau. Il a besoin d'un compte d'administration locale pour avancer. Parce qu'il notamment, il va installer des outils d'attaque sur cette machine que vous ne verrez pas, vous ne les verrez pas installés, mais lui, il a besoin d'installer un certain nombre d'outils, notamment pour scanner le réseau, voler les mots de passe, etc., etc. Donc, il va vouloir devenir administrateur local d'une machine. Et là, il y a plein de méthodes qui permettent de le faire. Vous pouvez booter sur même un CD Linux ou Windows pour le faire. Et là, on a voulu vous montrer un truc un peu plus marrant, parce que c'est un CD qui est dédié à ça. Donc là, vous avez sur cette petite vidéo, je suis sur une machine que je redémarre, j'insère, alors ça peut être un ISO virtuel évidemment, mais là je démarre et je vais aller choisir en fait de booter sur un CD-ROM qui va me permettre d'accéder en fait avant que Windows démarre à ce qui se trouve sur le PC. C'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que là, on voit le logo Windows, mais ce n'est pas le Windows de mon PC, en fait. C'est le Windows qui est sur mon petit CD. Je vais démarrer la machine, je vais booter et je vais me trouver face à une interface qui me permet de faire plein de choses. Donc là, je vais automatiquement voir, donc là, je vois que c'est un Windows 10 éducation, c'est la même chose qu'un Windows 10 Enterprise. Je vais voir en fait ce qu'on appelle la base locale des utilisateurs. Parce qu'en fait, même si vous avez un Active Directory, par exemple, ou autre chose comme un UR, localement sur la machine, vous avez toujours une base de comptes. Vous avez des comptes qui sont installés par défaut, en fait, quand vous installez Windows 10. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les comptes qui font partie de cette base locale de comptes sur votre Windows 10. Et là, j'aurai la possibilité très facilement soit de resetter le mot de passe du compte administrateur local, soit de rajouter un autre compte qui sera un autre compte administrateur, soit de supprimer même des administrateurs. Donc, voilà, vous avez en 3 minutes, c'est fait en fait. Donc, en 3 minutes, je peux devenir administrateur local d'une machine. Là, c'est encore une fois une des méthodes. Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas rentrer dans toutes les explications parce que malheureusement, on n'a pas le temps. Mais simplement en démarrant sur un CD ou en bootant virtuellement sur un ISO, je vais avoir la possibilité de créer un autre compte sur ma machine qui ici s'appelle Neo et qui par défaut sera administrateur local de la machine, ce qui va me permettre en tant qu'attaquant de terminer mon attaque, à savoir désactiver l'antivirus et l'EDR, puisqu'un administrateur peut faire absolument ce qu'il veut, et être en capacité, évidemment, d'installer d'autres outils sur ma machine. Et là, on retrouve en fait maintenant mon utilisateur Neo que j'ai créé, et je vais avoir la possibilité de continuer mon attaque.
Du coup, Seb, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour se prémunir De ça. de cette escalade de privilèges local? Alors déjà, la première chose, c'est de ne pas avoir un compte utilisateur, quand on utilise sa machine, qui soit administrateur local. Parce que dans ce cas-là, si elle est attaquée, l'attaquant n'a même pas besoin de booter sur un CD ni quoi que ce soit. Il a déjà l'accès à un compte logué qui serait administrateur. Donc il pourrait déjà faire tout ce qu'il veut sans avoir à booter sur quoi que ce soit. Sébastien, je me permets Oui, d'intervenir. Je oui. répète, ne jamais fournir un compte Ouais. d'administrateur local utilisateur, virgule, ne jamais fournir un compte d'administrateur local à un utilisateur, virgule, ne jamais fournir un compte d'administrateur local à un utilisateur. Je te laisse continuer. Donc voilà, pour la raison qu'on vient d'évoquer. Quelqu'un qui est administrateur local de sa machine, bah, il peut déjà tout faire par défaut. Et donc, un attaquant qui a accès à cette machine-là, avec ce compte-là logué, bah, il peut déjà faire tout ce qu'il veut. Donc ça, voilà, ça c'est déjà une des bonnes pratiques qui est très peu répandue malheureusement dans les PME. Pourquoi? Bah, parce que historiquement c'était comme ça, que les utilisateurs sentent ça comme étant, si on ne les met pas administrateurs, comme étant restreints, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent sur leur PC. Euh, Quand ils doivent installer une nouvelle application, ça leur demande un code qu'ils n'ont pas, ce genre de choses-là. Donc c'est assez mal vécu en général, mais ça a quand même un impact énorme en termes de sécurité parce que bah, du moment où vous êtes administrateur local de votre PC et que celui-ci est compromis, bah, bon, l'attaquant a déjà tous les outils pour pouvoir rebondir ailleurs, quoi. On est d'accord que c'est bien, on parle bien d'administrateur local et pas du réseau comme l'a dit Sylvain, mais rien que le fait d'être administrateur local donne tout pouvoir à un attaquant sur votre machine, donc d'installer tout ce qu'il veut, de désactiver les services antivirus, ce genre de choses-là. La deuxième chose qu'on pourrait mettre en place, c'est de chiffrer les partitions du disque dur, donc avec BitLocker ou d'autres solutions. Bah, tout simplement pour empêcher, si l'attaquant boot sur une clé USB, comme l'a dit Sylvain, bah, il va booter sur la clé USB, mais il n'aura pas accès au disque dur du PC, donc il ne pourra pas faire la méthode qu'a montré Sylvain de resetter le mot de passe. Tout simplement parce que le disque dur sera chiffré et il ne pourra pas lire les données qui sont dessus, donc notamment la base de données de mots de passe du PC. Donc ça, c'est pareil, c'est très simple à mettre en place. Et enfin, pour aller plus loin, on peut aussi contrôler tout ce qui est démarrage sur USB, sur CD, donc empêcher une machine de démarrer ou de booter sur l'USB, interdire l'usage d'un port. Donc ça, on peut le faire par une charte informatique, mais on sait que les utilisateurs après font ce qu'ils veulent derrière, ou on peut aussi le faire avec des logiciels qui permettent de bloquer complètement l'usage de ces ports, de les contrôler pour éviter de pouvoir booter dessus. Donc ça empêchera l'attaquant de pouvoir lancer l'application qu'a montré Sylvain de reset de mot de passe. Merci Sébastien. Troisième type d'attaque, récolter des mots de passe. Alors, récolter des mots de passe de compte utilisateur ou de compte administrateur. Là, l'objectif est d'être en capacité d'avoir un couple login, enfin, compte utilisateur plus mot de passe qui me permettent d'utiliser ce compte après comme je veux. On verra ensuite que ce n'est pas une obligation pour l'attaquant. Parce qu'en fait, on verra qu'on s'authentifie sur des systèmes, non pas avec un mot de passe, mais avec un hash de mot de passe. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc là, il existe des méthodes pour récupérer des logins et des mots de passe de façon automatisée à nouveau. Donc là, imaginons, j'ai pris contrôle sur une des machines, je suis administrateur, je peux lancer des scripts PowerShell maintenant sur cette machine. Et je vais être en capacité d'utiliser typiquement un outil dit de password spraying. Donc, le password spraying, c'est quoi? Le password spraying, donc là, on voit un Active Directory. Alors, pour info, on peut faire exactement la même chose avec Office 365, bien sûr. Vous avez des utilisateurs avec des logins mots de passe. Les annuaires sont généralement protégés contre ce qu'on appelle le brute force. Donc, le brute force, c'est je veux cibler un utilisateur et je veux tester sur cet utilisateur des millions de mots de passe jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe. Alors, comment ça se fait que les annuaires sont protégés contre ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une politique de lockout qui permet, une politique de compte qui permet de bloquer le compte, de le désactiver automatiquement si on constate qu'effectivement, il y a plein de tentatives d'authentification. Le password spraying, c'est plus finaux que ça. Là, l'objectif, il est un petit peu inverse. Je vais non pas cibler un utilisateur, mais je vais cibler des mots de passe que je vais tester
sur l'ensemble des utilisateurs. Donc là, typiquement, on va donner, en fait, on va avoir deux fichiers, un fichier qui donne la liste des utilisateurs que je veux cibler et un autre fichier qui donne la liste des mots de passe que je veux tenter. Et évidemment, on peut faire tout simple, hein, on récupère les mots de passe les plus utilisés dans le monde et ça va être, vous faites une recherche dans Google et vous allez vite les trouver. Ensuite, vous allez lancer un script PowerShell qui est à nouveau pas un script d'attaque très fort puisque vous le téléchargez dans GitHub, qui s'appelle Domain Password Spraying. Vous allez importer votre module PowerShell. Donc là, il faut simplement être administrateur, encore une fois, de la machine pour faire ça. Et vous allez ensuite être en capacité d'utiliser vos deux fichiers et de lancer une commande qui va tester les mots de passe, mais avec une temporisation. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le script va lire la politique de lockout que vous avez. Si par exemple, vous avez défini que s'il y avait 3 tentatives d'authentification en 5 minutes, et ben, du coup, on va tester votre mot de passe toutes les 6 minutes. Donc, on va jouer l'authentification toutes les 6 minutes pour rester en dessous du radar. Alors évidemment, c'est plus long qu'un brute force. Ça peut durer des heures, des jours, des semaines, des mois, peu importe. Mais en fait, vous avez quelque chose de latent qui va s'exécuter pendant très longtemps potentiellement. Mais à la fin, vous trouverez en fait des couples login mot de passe. Et à la fin, votre script va générer en fait un fichier texte qui vous donne les logins et les mots de passe qui ont fonctionné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le password spraying. Et évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans toutes les attaques informatiques. Là, vous le voyez manuellement, mais tout ça peut bien évidemment être automatisé, puisque rappelez-vous, tout ça est généralement automatisé depuis l'extérieur. Et là, vous retrouvez en fait à la fin de votre attaque les correspondances qui ont fonctionné. Et ces correspondances peuvent vous être données, encore une fois, plusieurs semaines, plusieurs mois après que l'infection première ait eu lieu. Sébastien, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ça va être d'avoir des bons mots de passe, donc des mots de passe qui soient assez longs, donc au minimum 12 caractères. Et là, je voulais en profiter pour reparler un petit peu de comment avoir un bon mot de passe. Alors, pendant des années, on nous a dit il faut mettre des caractères spéciaux de partout, il faut changer les lettres, substituer des chiffres et tout ça. On s'aperçoit dans la pratique que ce genre de mots de passe-là, au final, ne sont pas si difficiles que ça à trouver, comme on le voit là sur le petit schéma, un mot de passe qui paraît compliqué, là, troubadour avec des substitutions. Au final, ça mettrait 3 jours avec 1000 tentatives par seconde, donc c'est pas très compliqué à trouver. Et en plus, l'inconvénient pour un utilisateur, c'est d'essayer de se rappeler ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'était avec un 0 au milieu, le « et » à là. Bon, c'est difficile à se rappeler. Donc, quand c'est difficile à se rappeler, après, on va le marquer sur un post-it, on va essayer de le mettre dans un bloc-notes. Donc, au final, ça reste contre-productif. L'autre méthode qui paraît plus simple et plus sécurisée, c'est d'utiliser des mots du dictionnaire de manière aléatoire. Donc, on va choisir des mots au hasard et de les coller entre eux. Voilà, d'en choisir 4 et vous les collez. Parce que des mots dans le dictionnaire, il y en a beaucoup plus que de lettres dans l'alphabet. Donc déjà, les combinaisons sont beaucoup plus variées et beaucoup plus difficiles à trouver pour un ordinateur qui devrait tester des combinaisons de 4 mots. Et pour vous, c'est plus facile à se rappeler parce que c'est des mots du dictionnaire. Donc, il suffit de faire une phrase, même si elle n'est pas très cohérente, mais ce sera plus facile à se rappeler. Et ça vous permet d'avoir un mot de passe qui va être beaucoup plus long à trouver. Voilà. Il aura plus de caractères. Bien évidemment, il faut choisir des mots du dictionnaire qui ne soient pas de 2 ou 3 lettres, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais ensuite, c'est beaucoup plus facile à se rappeler et aussi beaucoup plus difficile à trouver parce qu'il y a des combinaisons qui sont beaucoup plus importantes là-dessus. Si vous avez un système qui vous impose d'avoir des caractères spéciaux, des majuscules, vous mettez des lettres majuscules à vos mots quand vous commencez le mot et vous mettez des caractères spéciaux à la fin. Ça n'a pas d'importance. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir 4 mots du dictionnaire qui n'ont pas de rapport, bien sûr, et qui n'ont pas de rapport avec vous aussi. Vous les prenez vraiment au hasard et vous les collez entre eux. Vous aurez un bon mot de passe et qui fera plus de 12 caractères, qui sera difficile à trouver. Donc ça, c'est la première chose. Sur les comptes administrateurs, donc on sait que dans les entreprises, on utilise des comptes pour l'administration. Ces mots de passe-là ne doivent pas être génériques et doivent être complexes et changer souvent. Donc générique, c'est souvent ce qui était fait chez prestataire informatique. On a le même mot de passe chez tous les clients. Donc ça, c'est très, 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 très mauvais. On ne le fait pas chez Axon. C'est de ne
pas avoir de mot de passe unique pour tous ses clients, de ne pas, même chez les mêmes clients, de ne pas avoir les mêmes mots de passe partout pour tous les équipements, parce que du moment où un mot de passe est trouvé quelque part, il va être réutilisé de manière systématique par un attaquant sur tous les équipements possibles. Donc, on va avoir un mot de passe administrateur qui est différent pour chaque équipement. Et enfin, pour tout ce qui est cloud, parce que là, on a vraiment parlé d'attaques qui concernent les infrastructures locales, mais pour le cloud, on sait que c'est des choses aussi qui sont attaquées et qui peuvent être faites donc depuis n'importe où dans le monde. Hein. C'est le principe du cloud, c'est externalisé. Là, on va renforcer encore plus la sécurisation avec au moins une application de MFA, donc la double authentification, alors que ça soit par une application spécifique sur son mobile ou alors une clé FIDO, là, comme vous le voyez à l'écran. Donc important, la double authentification par SMS, on ne la recommande pas parce qu'elle est assez facilement contournable. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on recommande, mais vraiment d'avoir de la double authentification du moment où vous avez des comptes sur des systèmes cloud, donc Office 365, des Dropbox, ce genre de choses-là. Activez la double authentification de manière systématique pour vous protéger. Merci Sébastien. Alors là, on va maintenant parler d'un problème qui est assez fréquent dans la plupart des organisations, c'est les attaques sur les comptes de service. On a parlé pour l'instant de récupérer des logins mots de passe de comptes, on va dire, utilisateurs ou éventuellement de comptes administrateurs. Il y a une cible particulière qui est visée par les codes d'attaque, qui sont les comptes de service. Donc, pour ceux qui ne sont pas techniques, un compte de service, c'est en fait un compte utilisateur, hein, c'est créé de la même façon, mais qui va être utilisé pour une application. Parce que parfois, une application a besoin d'un compte pour démarrer. Typiquement, un antivirus. Vous déployez un antivirus sur vos 50 PC, ça va créer ce qu'on appelle un service sur votre machine. Et ce service, pour démarrer, il a besoin d'un compte utilisateur, d'un login et d'un mot de passe, comme un utilisateur normal. Et là, à nouveau, il y a des choses à faire parce qu'on va voir que c'est extrêmement simple de récupérer en fait le mot de passe qui est associé à un compte de service sur une machine. Donc là, dans mon exemple, vous avez un compte qui s'appelle SVC Antivirus qui est dans un AD. Qui pourrait être dans un annuaire LDAP, qui pourrait être ailleurs, mais là, dans mon exemple, c'est dans un AD. Et ce compte de service, donc il a un login, il a un mot de passe, et il est utilisé sur les machines pour démarrer l'application antivirus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Quand vous installez votre antivirus, ensuite, généralement, l'interface d'installation vous demande quel est le login mot de passe que vous voulez utiliser pour démarrer l'antivirus. Et là, vous avez cette fenêtre et vous rattachez en fait le login qui est dans Active Directory avec le mot de passe que vous avez défini dans Active Directory. Et c'est ça qui fait que ce service va démarrer quand vous allez démarrer votre machine et ce service va démarrer automatiquement, ce qui fait que vous êtes protégé automatiquement. Sauf que, techniquement, que se passe-t-il? Quand vous enregistrez le mot de passe, il est enregistré localement sur la machine. Donc là, je vais utiliser un petit utilitaire qui est à nouveau pas un utilitaire de grand pirate, puisque c'est un utilitaire qui est fourni par Microsoft, PSExec. Que me permet PSExec? Il me permet de rentrer dans un mode particulier sur la machine qui me permet de devenir la machine elle-même. En gros, quand vous êtes administrateur local de la machine, vous avez des droits, mais vous n'êtes pas la machine elle-même. Là, je suis administrateur, je vais pouvoir utiliser PSExec pour passer dans un mode qui est la machine elle-même, qui est le mode qu'on appelle Anti-System Authority. Donc là, j'utilise simplement PSExec, je lance une autre fenêtre via PSExec, et là, quand je regarde qui je suis, donc quel est le contexte de sécurité dans lequel s'exécute cette fenêtre, on voit que je suis NT Authority, c'est-à-dire la machine elle-même. Et la machine elle-même a le droit d'aller récupérer le fameux mot de passe que vous avez associé à votre service, puisqu'elle en a besoin pour démarrer le service. Donc, du coup, si je suis sous un contexte machine, parce que j'étais administrateur local de la machine, d'où l'importance et le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais être en capacité d'aller lire tout simplement le mot de passe qui a été rattaché à ce service. Et là, on voit que le mot de passe, c'est Identity Days 2019. Donc maintenant, imaginons que vous ayez déployé cet antivirus sur toutes vos machines et que vous ayez associé le compte de service. Ça veut dire que en quelques secondes, j'ai récupéré en fait un login mot de passe qui me permet d'être administrateur local de toutes les machines de l'entreprise. Tout simplement parce que localement, sur une des machines,
j'avais des droits administrateurs et j'étais en capacité d'aller récupérer ce mot de passe. Et l'attaque sur les comptes de service, c'est un truc très classique dans les ransomware. Parce qu'en fait, c'est un moyen très simple pour le ransomware de trouver un compte qui sera utilisable sur la quasi-totalité des machines et de devenir administrateur local de la quasi-totalité des machines. Donc du coup, Seb, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Déjà, la première chose, les comptes de service ne doivent pas avoir de privilèges, déjà au niveau du domaine Active Directory. Donc, si c'est un compte de service qui est utilisé localement, on va le garder avec des privilèges locaux et ne pas lui donner de droits dans le domaine Active Directory et encore moins sur la partie administrateur du domaine, parce que là, ce serait vraiment quelque chose de catastrophique, en gros, avec des comptes de service. Donc, je prends le cas d'un compte de service qui est souvent utilisé pour les bases de données SQL, sur des serveurs, ce genre de choses-là. On a un compte spécifique pour démarrer la base SQL. Souvent, c'est ce qui est pratiqué par méconnaissance, c'est de dire pour pas être embêté, je vais mettre le compte administrateur du domaine, comme ça j'aurai tous les droits et je suis sûr que je ne vais pas avoir d'erreur ni quoi que ce soit. Si on fait ça, on sait que du moment où on a récupéré ce compte de service, on a donné les clés à l'attaquant sur l'intégralité du domaine, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le domaine Active Directory, c'est ce qui permet d'authentifier les utilisateurs. Du moment où vous avez un compte qui est administrateur sur ça, il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur votre parc dans son intégralité. La deuxième chose qui est souvent utilisée, on va avoir des comptes d'administrateurs locaux qui sont générés à l'installation en général. Donc, dans les entreprises, on va avoir un compte qui est local à la machine et qui permet… donc, imaginons, on a respecté la bonne pratique de dire les utilisateurs n'ont pas les droits d'admin local, mais j'ai un compte spécial qui est administrateur, lui, local de la machine. Si ce compte est le même sur tous les PC, il suffit d'avoir pris le contrôle d'un PC et d'avoir trouvé ce mot de passe-là pour, de la même façon, pouvoir attaquer n'importe quel autre PC, se répandre sur l'ensemble des PC. Donc pour ça, Microsoft fournit un produit qui est gratuit, fournit une solution qui s'appelle un outil qui s'appelle Labs et qui permet de générer des mots de passe administrateurs local, mais qui se changent automatiquement. Donc l'outil s'occupe de générer ce mot de passe et de le changer de manière automatique, et c'est surtout, il sera généré machine par machine. Donc un mot de passe qui sera sur une machine A ne sera pas le même que sur la machine B. Donc ça permet d'éviter qu'une fois qu'un compte est compromis sur une machine, ça ne donne accès qu'à cette machine-là et pas à tout le parc. Et enfin, pour aller plus loin, vous pouvez mettre en place des outils ou des audits qui permettent de vérifier quels sont les comptes chez vous qui sont administrateurs sur l'ensemble du parc. Donc, vous pouvez utiliser des outils payants, vous pouvez aussi faire des audits manuellement, c'est-à-dire d'aller vérifier les groupes qui sont associés aux machines et qui sont administrateurs, qui seraient administrateurs, quel est l'utilisateur qui sera administrateur là-dessus. Donc ça, c'est des choses à faire de manière régulière ou avec des outils pour l'automatiser. Merci Seb. Là, on va passer sur un autre type d'attaque. On a beaucoup parlé en fait, là pour l'instant, de mauvaise configuration, c'est-à-dire de choses qu'on n'aurait pas bien fait à la configuration des systèmes, qu'on n'aurait pas bien fait à la configuration de l'annuaire, on n'aurait pas associé de MFA, on aurait mis des mots de passe qui soient faibles, on aurait utilisé des comptes de service qui sont les mêmes de partout, etc. Donc ça, c'est de la bonne pratique, en fait, c'est de la bonne configuration. Il y a un autre moyen de cibler les systèmes, c'est d'utiliser des choses non patchées, c'est-à-dire une application qui aurait une faille de vulnérabilité qu'on n'aurait pas corrigée, un OS un peu ancien qu'on n'aurait pas mis à jour. Donc là, c'est le truc le plus typique. Donc je vous encourage très grandement à migrer tous vos systèmes vers Windows 10 et vers les dernières versions de Windows 10 et d'arrêter l'usage des anciennes versions de Windows sur vos postes clients parce que évidemment, il y a tout un tas de CVE, c'est-à-dire de vulnérabilités non corrigées sur les anciens systèmes. Et là, on voulait en partie sur lequel il y a un qui n'a pas été déployé. Donc là, on va utiliser, pour le coup, autre chose. On va utiliser une petite machine Linux et on va regarder quelque chose. Donc là, je suis sur une machine Windows. Et là, j'ai pris l'exemple pour les administrateurs système.
parce que souvent les administrateurs système parfois s'octroient des droits qu'ils ne donnent pas aux utilisateurs. Donc là, j'ai une machine Windows, imaginons que je sois admin système, et j'ai installé un outil de gestion de switch. Donc là, c'est Netgear Network Manager, c'est un outil de gestion de switch qui me permet de gérer les switches de mon réseau. OK. Il se trouve que cet outil-là a des vulnérabilités connues, il existe des patchs évidemment, mais encore faut-il les passer. Et là, maintenant, sur le même réseau, j'utilise une machine Linux qui s'appelle Kali. C'est un OS Kali et j'utilise en fait un outil qui est déployé de base avec cette machine Linux qui s'appelle Metasploit. Donc là, je vais lancer Metasploit et Metasploit, c'est une espèce de trousse à outils pour attaquants, pour faire des tests d'intrusion et pour prendre le contrôle des machines au niveau d'un réseau d'entreprise. Donc là, il y a plusieurs fonctions dans Metasploit. Je ne vais pas vous faire un cours sur Metasploit, mais notamment, il y a quelque chose qui me permet de voir, de faire des requêtes. Et là, j'ai fait une requête sur toutes les failles que je pourrais utiliser, qui sont excellentes, c'est-à-dire qui sont généralement me permettent de faire des choses avancées. Je vois ici que j'ai une faille qui est liée à Windows, enfin sur les systèmes Windows, et qui est liée au fameux outil que j'ai déployé, que j'ai trouvé sur mon réseau, ce fameux outil qui me permet de gérer les switches sur la machine Windows. Donc là, maintenant, je vais lancer ce qu'on appelle l'exploit, donc qui est en fait un petit code côté Metasploit. Je vais lancer l'exploit et je vais lui donner les options, à savoir, en gros, l'IP de la machine que je veux cibler. Donc, je vais lui donner l'IP de la machine sur laquelle est installé cet outil, puisque j'ai utilisé mon scanner de vulnérabilité avant. Et je vais lui dire d'injecter ce qu'on appelle un reverse shell à distance sur la machine. Donc là, ça y est, je lui ai indiqué que c'était telle machine. Et dans les options, je vois que j'ai quelques options pour savoir si je passe par HTTP ou pas. Et une fois que j'ai fait ça, je lance l'exploit, c'est-à-dire que je vais à distance injecter quelque chose via HTTP sur le port 44444. Je vais lancer en fait à distance, je vais injecter à distance ce qu'on appelle un reverse shell et ça va me permettre de prendre le contrôle à distance de la machine. Donc là, je reviens sur ma machine Windows, je lance une application, typiquement le bloc-notes, je retourne sur ma machine Linux et je vais regarder tous les process qui tournent sur la machine. Et je retrouve Donc là, je suis à distance et je retrouve typiquement le notepad. Je vais évidemment faire tout ce que je veux à distance sur la machine en tant qu'attaquant. Donc, je vais pouvoir tuer ce process. Je vais pouvoir tuer le notepad. Je vais pouvoir créer des commandes PowerShell. Je vais pouvoir créer des commandes DOS. Je vais pouvoir rebooter la machine, voler des fichiers, injecter d'autres payloads. Bref, j'ai pris le contrôle total de la machine, tout simplement parce que à l'application. Ouais. Là, je prends le mode share, c'est-à-dire le lien d'exécuter tout ce que je veux à distance. Donc, attention, les patchs, c'est hyper important, que ce soit au niveau des OS ou que ce soit au niveau des applications. Et là, l'exemple que j'ai donné est au niveau d'une application. Seb, que peut-on faire ? La première chose à faire, ça va être de patcher ces systèmes, hein, donc d'avoir un système, d'avoir en tout cas un outil qui vous permet de vérifier que vos PC sont bien à jour, que ce soit pour le système et comme tu l'as dit, pour les applications également qui sont installées dessus. Comme tu l'as montré, en général, quand il y a des failles qui sont critiques, il faut environ 24 heures avant que la faille soit publiée et que son exploitation commence, quoi. Donc, c'est très rapide. Il faut avoir des systèmes qui permettent de patcher et ça de manière régulière, tous les jours. Il faut pouvoir installer les derniers patchs sur son PC. Donc, pour ça, on ne peut pas laisser juste faire Windows. Il faut vraiment avoir des systèmes qui nous permettent de contrôler ça et de s'assurer que tous les PC qui sont sur le parc soient patchés, que ce soit sur la partie applicative et aussi la partie système d'exploitation. La deuxième chose, c'est évident, on vous le répète assez souvent, il ne faut plus utiliser les systèmes qui sont ou les applications qui sont obsolètes ou non supportées. Pourquoi ? Parce que là, vous avez les failles qui sont sorties ne sont pas corrigées, donc vous n'aurez pas de patch qui la corrigeront.
Et donc, vous êtes systématiquement en danger avec ces systèmes-là, parce qu'on sait que des failles sont découvertes tous les jours et que du moment où le système n'est plus mis à jour, vous êtes en péril là-dessus. Donc, voilà, par exemple, Windows 7, qu'on retrouve encore quand même sur quelques parcs, il faut arrêter de l'utiliser parce que ça fait bien longtemps que les mises à jour de sécurité ne sont plus faites sur ce système-là et passer sur du système avec du Windows 10. Et enfin, pour aller plus loin, c'est avoir des scanners de vulnérabilité, donc d'avoir un petit logiciel qui tourne chez vous et qui va de manière régulière scanner le parc comme le ferait un attaquant et vous montrer les vulnérabilités qui existent sur le parc, sur chaque machine. Donc, il va vous remonter les différents systèmes et le niveau de criticité. Donc, voilà, sur par exemple, les serveurs de fichiers, les serveurs web. Donc, ça vous permet de surveiller ça et de pouvoir agir rapidement et de patcher ou de corriger les applications qui ne seraient pas à jour. Donc, on parle bien, attention, de système et d'application. Un serveur de base de données SQL doit être mis à jour de la même manière qu'un système d'exploitation de manière régulière. Ce n'est pas parce que c'est un serveur de base de données qu'il est souvent en prod qu'il ne faut pas faire les mises à jour. Ça reste aussi une faille critique de sécurité d'avoir des serveurs web ou des serveurs de base de données qui ne sont pas mis à jour. Merci Seb. Dernier élément, devenir administrateur global de l'entreprise. Donc, on a vu encore une fois dans la chaîne de valeur, d'abord, je prends la main sur un système. Je deviens administrateur local de cette machine. Je désactive l'antivirus. J'installe ensuite des outils complémentaires qui vont me permettre de scanner le réseau, de récupérer des logins mots de passe en faisant du password spraying, ou de récupérer des mots de passe de compte de service parce que j'utilise pas l'app, ou ce genre de choses. Mais le Graal pour l'attaquant, alors quand je dis encore une fois l'attaquant, ça peut représenter quelqu'un qui est derrière la machine ou un code qui s'exécute de façon complètement automatisée sur votre machine, évidemment. Le Graal pour l'attaquant, c'est de devenir domaine administrateur, c'est-à-dire prendre le contrôle de votre entreprise en récupérant un compte qui est administrateur de domaine. Et là, on va utiliser, alors Cocorico, si je puis dire, un outil qui est français, qui est un outil que vous pouvez télécharger sur GitHub et qui s'appelle Mimikatz. Et pourquoi c'est intéressant Mimikatz? Parce que c'est un outil qui va me permettre de récupérer ce qu'on appelle des hashes de mots de passe. Donc là, je suis sur un Active Directory, pardon, et j'ai un compte qui s'appelle Dark Vador. Et ce compte, lui, n'est pas du juste user et helpdesk. Donc là, il est en fait en capacité de se connecter sur une machine Windows 10, par exemple, en tant qu'administrateur local, mais il n'est pas administrateur du domaine. Mais il est administrateur local. Donc, comme il est administrateur local, rebelote, il va être en capacité de lancer des choses, mais il aura tous les droits en local, mais il n'aura pas les droits sur le domaine. On est d'accord, puisqu'il n'aura pas le droit, par exemple, de modifier quelque chose dans le domaine. Donc là, il va utiliser une console Active Directory, il va essayer de supprimer ou de modifier quelque chose au niveau du domaine. Il n'en a pas les droits, puisque il n'est que administrateur local de ma machine. Donc là, dans mon exemple, on va essayer de supprimer ce compte. Et évidemment, on va me dire qu'il ne peut pas le faire puisqu'il n'est pas administrateur du domaine. Mais il est administrateur local, donc il va pouvoir lancer des outils, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut en local sur la machine, donc sur mon Windows 10. Et on va réutiliser le petit outil de tout à l'heure, PSExec, qui va me permettre de devenir mode machine. Donc là, je rentre dans un mode où je suis la machine elle-même et qui va me permettre, en gros, d'accéder à tout ce que je veux sur la machine Windows 10 et notamment à sa mémoire, puisque la machine elle-même a le droit d'accéder à la mémoire, c'est évident. Donc là, comme je peux accéder à la mémoire, je vais être en capacité de voler ce qu'on appelle des haches de mots de passe au niveau de la mémoire. Donc là, j'utilise Mimikatz, qui est un outil qui est fait par un Français, Benjamin Delpy, et qui est extrêmement connu dans le monde cyber, et qui va me permettre en fait d'exporter le contenu de la mémoire dans un fichier texte. Donc là, je suis toujours, encore une fois, sur ma machine Windows 10. Et j'exporte le contenu et je vais récupérer, dans mon exemple, en fait, des hash de mots de passe. Donc là, vous voyez, le hash, c'est ce que vous voyez en face là, de NTLM, c'est-à-dire un truc un peu
un peu compliqué. Donc, ce n'est pas le mot de passe, c'est sa forme hachée. C'est-à-dire, pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, on va dire sa forme chiffrée. Alors, ce que je dis là, techniquement, n'est pas complètement vrai, mais peu importe. Donc, c'est une forme de mot de passe, si vous voulez, mais qui est chiffrée. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce hash, c'est ça qui est utilisé pour vous authentifier sur Active Directory. C'est-à-dire que quand vous vous authentifiez, quand vous tapez votre mot de passe le matin, ce n'est pas le mot de passe qui est envoyé vers Active Directory pour vous authentifier. C'est le hash de ce mot de passe, c'est-à-dire c'est cette valeur-là. Et donc, du coup, comme je suis administrateur local, si j'ai un administrateur de domaine qui s'est connecté sur cette machine, je vais pouvoir voler en fait le hash de mot de passe de l'administrateur de domaine. C'est-à-dire que là, j'ai un autre compte qui s'appelle Yoda, qui lui est administrateur du domaine, mais qui a lui aussi lancé une session sur cette machine Windows 10, et un autre compte va pouvoir voler son hash et donc le rejouer. Donc là, je vais à nouveau utiliser Mimikatz pour envoyer le hash et faire croire à Active Directory que je suis Yoda, alors que je suis simplement Dark Vador. Et en envoyant cette commande, je vais ouvrir une autre fenêtre. Et dans cette fenêtre, mon contexte de sécurité, c'est en fait celui maintenant d'un administrateur de domaine. Donc, je suis passé d'un mode où j'étais juste administrateur local d'une machine Windows 10 et maintenant, je suis administrateur du domaine, tout simplement parce que sur la même machine, un administrateur de domaine a ouvert une session et j'ai pu récupérer le hash de son mot de passe. Et maintenant, si je lance une console MMC au travers de ce contexte de sécurité et que je retourne dans mon Active Directory, en fait, je suis administrateur de domaine et je peux supprimer, modifier tout ce que je veux. Donc là, c'est un truc assez classique, évidemment, à nouveau, côté attaquant. Sébastien, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer se ça. Bon, protéger? déjà, si on en est arrivé à ce stade-là, autant dire que c'est fini. Une fois qu'un attaquant est devenu admin du domaine On est chez vous, d'accord. c'est déjà terminé. Comment on peut faire pour éviter qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver là? Déjà, la première chose, ça va être d'appliquer ce qu'on appelle le tiers modèle. Donc, c'est une recommandation, une configuration AD qui est recommandée par Microsoft. Pour faire simple, je ne vais pas faire un cours détaillé du tiers modèle, mais c'est de dire, vous avez des serveurs chez vous, vous avez trois typologies dans un parc, vous avez trois typologies de PC et de serveurs. Le tiers 0, ça va être les serveurs vraiment critiques, et notamment ceux qu'on appelle les serveurs Active Directory, dont on parle depuis le début, qui sont les serveurs qui permettent d'authentifier les utilisateurs, qui gèrent tout ce qui est authentification. Donc ça va être le tiers 0. Ensuite, on va avoir les autres serveurs, les serveurs d'application, tout ce qui est serveur de fichiers, serveur d'impression, enfin tous les autres serveurs qui seraient le tiers 1. Et ensuite, tiers 2, ce serait tous les PC du parc. Et en fait, le tiers modèle, c'est de se dire quelqu'un qui est administrateur d'une couche ou d'un tiers ne peut pas se connecter ou être administrateur sur les autres couches. Donc, si j'ai un utilisateur qui est administrateur sur le tiers 0, donc il peut accéder sur les contrôleurs domaine, les serveurs critiques, il ne peut pas se connecter sur les serveurs d'application, il ne peut pas se connecter sur les PC clients. Et donc, inversement, un compte qui serait administrateur d'un PC, de PC, ne peut pas se connecter sur les autres couches, donc le tiers 1 et le tiers 2. Donc, on va isoler chaque couche pour que les administrateurs, les comptes administrateurs de ces tiers ne puissent pas se connecter aux autres couches. Donc, on empêche cette possibilité-là et donc d'utiliser la méthode que tu as montrée. L'autre chose à mettre en place pour ça, c'est vraiment de vérifier que les chemins d'attaque et que l'Active Directory est bien configuré et qu'on ne puisse pas utiliser ça pour remonter et arriver au Graal qui est le compte administrateur du domaine. Donc pour ça, il y a des outils qui sont disponibles. On a Blowhound et Alcid qui peuvent permettre de scanner sa configuration Active Directory et de vérifier que celui-ci est bien configuré et qu'on n'a pas de chemin d'attaque possible pour, avec un compte qui n'aurait pas de privilèges, pouvoir remonter jusqu'à un compte qui serait administrateur du domaine et qui serait catastrophique pour une entreprise. Merci Seb. Alors, on a terminé la partie, on va dire, démo technique. On arrive à la fin de ce webinaire avant de répondre à vos questions. Juste avant de répondre aux questions, quelques recommandations complémentaires qui peuvent vous aider dans votre démarche de sécurité informatique en 2 slides.
Premièrement, vous devez évidemment avoir le plan B. Le plan B, c'est des sauvegardes. Parce que tout ce qu'on a vu ensemble, on peut imaginer que ça mette du temps à s'implémenter, à modifier votre façon de travailler, modifier la façon dont les comptes de service fonctionnent, modifier vos mots de passe, etc. Tout ça peut prendre du temps. Donc, dans l'intervalle, il faut avoir des sauvegardes qui sont dites indépendantes et offline, c'est-à-dire avoir des sauvegardes qui ne soient pas connectées à votre système d'information. Une des premières actions qui est faite par les ransomware, c'est de supprimer vos sauvegardes. Donc, le ransomware va regarder si vous utilisez VSS de Windows, si vous utilisez Vim, si vous utilisez un autre outil de backup. Il va lire la configuration de votre outil de backup et il va supprimer tous vos backups. Donc, il faut que vos backups soient fonctionnels, mais soient offline, c'est-à-dire soient mis à l'extérieur de l'entreprise. Deuxièmement, il faut faire des tests de restauration. C'est-à-dire que c'est bien beau de se dire j'ai fait des backups, il faut s'assurer que ça fonctionne. Et là, il y a un moyen très simple. Vous faites un petit lab sous VMware ou sur Hyper-V en fonction de ce que vous préférez. À nouveau, là, j'ai pas d'avis sur le sujet et vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines, mais une fois par trimestre, un petit test de restauration pour vérifier que tout va bien. Deuxièmement, former les users. Alors c'est toujours compliqué parce que il y a toujours en fait une difficulté à sensibiliser les gens, à leur expliquer pourquoi il faut qu'ils fassent comme ça. Je pense que le plus important, c'est de leur expliquer que si jamais on met des contraintes sur l'usage de leur outil, c'est pas pour les embêter en fait, c'est juste pour protéger l'entreprise. C'est aussi bête que ça. Et leur expliquer comment ces attaques fonctionnent, leur faire des présentations et leur donner les cas d'usage les plus basiques pour qu'ils travaillent de manière sécurisée, même si parfois ça les embête un petit peu d'avoir à appeler le support pour installer une nouvelle application. Il faut en fait qu'ils comprennent pour accepter, et s'ils acceptent, ils le feront bien. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important dans la chaîne. C'est jamais à 100%, évidemment. On va jamais pouvoir sensibiliser 100% des users, mais il faut pas hésiter à le faire parce que ça fait partie, en fait, de la chaîne de valeur quand vous faites de la sécurité informatique. Pour terminer sur les recommandations, qui ne sont pas des recommandations purement techniques, vérifiez ce que couvre votre contrat d'assurance. En fait, tous ces trucs-là, il faut le faire avant d'être attaqué. Il faut anticiper les choses. C'est toujours pareil. Hein. Plus vous anticipez, mieux vous vous porterez le jour où vous avez un problème. Donc, il y a des contrats d'assurance qui couvrent un certain nombre de choses. Alors, ce que ne couvrira jamais un contrat d'assurance, c'est de payer la rançon. Ça, on est d'accord. Mais il peut vous couvrir ou vous pouvez rajouter une ligne dans votre contrat pour couvrir un certain nombre d'impacts directs sur votre production. Ensuite, si vous avez des équipes informatiques internes, eh ben, il faut apprendre. Il faut tester, il faut faire des maquettes, faire joujou avec, comprendre comment les attaquants fonctionnent. Il faut monter en compétences et il faut recommencer. Là, il n'y a pas vraiment de fin à cette action-là. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et vous devez vous adapter. Et dialoguer avec votre prestataire type Axon, dialoguer avec lui, échanger. Voilà, il faut monter en compétences. Même si vous avez un prestataire externe, il faut qu'en interne, vous ayez quand même un minimum de compétences, notamment vis-à-vis de la sécurité et pour comprendre comment ça fonctionne. Et évidemment, l'anticipation est clé dans ce genre de situation. C'est-à-dire que si vous avez à investir, c'est avant de vous faire plomber. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Investissez dans des logiciels, du matériel, faire des mises à jour pour scanner vos vulnes. Bref, c'est en amont, ça vous coûtera toujours moins cher que le jour où vous allez avoir un incident. Et malheureusement, il y a énormément d'organisations qui pensaient que ça allait arriver qu'aux autres. Et en fait, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et le jour où on arrive le matin et que tout est chiffré, bon, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc l'anticipation est clé. Pour aller plus loin, je vous invite soit à aller. Alors, je vous ai mis deux trucs qui permettent on va dire, d'aller plus loin sur ces éléments. Notamment, j'ai écrit des articles pour IT Pro FR et voilà, vous avez pas mal de sujets sur justement la sécurité informatique. Donc, je vous invite à y aller si vous voulez consulter ces articles. Et j'organise en fait avec une association qui s'appelle la CADIM tous les ans un événement dédié à la gestion des identités et à la cybersécurité. Alors, c'est à Paris.
Ça s'appelle les Identity Days et ça aura lieu au mois d'octobre prochain, le 28 octobre pour être précis. N'hésitez pas à aller sur les différents réseaux sociaux, ça doit être LinkedIn et Twitter pour être au courant, pour savoir quand les inscriptions ont lieu. C'est le seul événement francophone dédié à la gestion des identités. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, honnêtement, je vous invite à y aller. Il y a des sessions très techniques, des sessions un peu moins techniques, des sessions décideurs, et ça a l'avantage d'être en français. Donc, franchement, vous avez tout intérêt à y aller. C'est plutôt sympa. Merci. Je vais conclure rapidement pour laisser un petit peu de temps aux questions-réponses. Désolé, on est un petit peu en retard, mais donc je vais conclure rapidement. Les prochaines étapes, c'est si vous avez vu les différentes attaques possibles, les contres possibles, en tout cas ce qu'on peut mettre en place. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, que ce soit votre consultant technologique, votre contact chez Axon, pour voir qu'est-ce qui est en place chez vous, qu'est-ce qui n'est pas en place et comment faire pour avancer là-dessus. Effectivement, nous, on est force de proposition là-dessus, mais effectivement, la mise en place se fait à deux parce que nous, on ne peut pas vous imposer ça à vos utilisateurs, mais en tout cas, on va quand même revenir vers vous pour voir ce qui est possible de faire et d'améliorer votre sécurité parce que c'est quelque chose qui est important pour nous.